14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Le premier ministre suédois Olof Palme est mort ce soir dans un attentat à Stockholm. Il sortait d'un cinéma et se promenait dans les rues du centre-ville lorsque plusieurs coups de feu ont été tirés. Le meurtrier, un homme âgé entre 35 et 40 ans selon des témoins, a réussi à prendre la fuite. On ignore tout des mobiles de l'attentat. Bonjour, un mystère à perpétuité. C'est comme cela que pourrait être présenté l'assassinat le 28 février 1986 à Stockholm du Premier ministre suédois Olof Palme, froidement abattu par un homme alors qu'il rentrait chez lui avec son épouse. L'enquête Palme va aussi déclencher en Suède et dans le monde entier une frénésie de suppositions, d'interprétations, de déductions, un complot intérieur, un groupe terroriste, l'ombre de services étrangers. Des milliers de témoins vont défiler au fil des années, des investigations effrénées. Il a été calculé qu'il faudrait aujourd'hui pas moins de 13 ans à une seule personne pour relire les millions de procès-verbaux et documents entreposés sur 250 mètres d'étagères. Une enquête massive, mais une enquête dans le désordre, totalement ratée et qui va s'avérer être un retentissant fiasco policier. Pourtant, le soir du crime, une silhouette en manteau bleu a été oubliée. C'était un homme seul, il s'appelait Stig Engström. Comment a-t-on pu le rater? Question posée aujourd'hui à notre invité. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'assassinat d'Olof Palme. Depuis 1982, il est le Premier ministre suédois. Mandat qui va s'achever 4 ans plus tard, un soir d'hiver, dans la capitale, Stockholm. Ce vendredi 28 février 1986, le Premier ministre suédois Olof Palme a choisi de passer la soirée avec son épouse Lisbeth dans l'appartement de fonction que le couple occupe dans le quartier de Gamla, la vieille ville de Stockholm. Il a donné congé aux 2 policiers qui assurent sa protection. Ils le retrouveront demain matin. Après le dîner, les Palme décident toutefois de ressortir. Ils vont aller au cinéma avec leur fils et la petite amie de celui-ci. Tout le monde se retrouve ainsi devant le cinéma Grand pour assister à la projection des frères Mozart de la réalisatrice suédoise Susanne Osten. À la sortie, 2 heures plus tard, le groupe se sépare. Olof et Lisbeth Palme décident de marcher. Les trottoirs sont glissants, en partie recouverts de neige. Il n'y a que quelques rares passants. Il est 23h21 quand un homme en manteau bleu et casquette à rabat leur emboîte le pas, se rapproche, sort un revolver et tire une balle dans le dos d'Olof Palme. Un deuxième tir balafre le manteau de daim de son épouse. Le Premier ministre s'écroule de tout son corps, Lisbeth se met à hurler. Un couple se précipite pour porter secours au malheureux allongé dans une flaque de sang figé dans la neige. Le couple n'a pas reconnu le Premier ministre. Une femme essaie de le ranimer, effectue un bouche à bouche, mais sans résultat. L'autopsie indiquera que Palme est mort sur le coup. La balle a déchiré l'aorte et traversé le corps. Une deuxième balle a blessé superficiellement son épouse en haut de l'épaule. La première patrouille de police appelée sur place, à l'angle de l'avenue Sveavägen et de l'impasse Tunnelgatan, croit à un règlement de compte lié à une affaire de drogue. Lisbeth Palme, choquée et qui demande qu'on appelle les secours, révèle l'identité de la victime toujours au sol. La nouvelle se répand alors jusqu'au sommet de l'état-major policier puis de l'état suédois. En dépit de la situation, personne n'est vraiment désigné pour prendre en main la direction des opérations. La scène de crime ne va être balisée que quelques heures plus tard, après avoir été foulée par les pieds des noctambules et des curieux. Ce n'est que le dimanche soir, après 40 heures de recherche improvisée, qu'un passant retrouve la balle mortelle. La deuxième, qui a touché l'épouse, est retrouvée 40 mètres plus loin, de l'autre côté de l'avenue. Les 2 projectiles sont du 9 mm et de conception plutôt inhabituelle selon les experts. Des balles semi-chemisées de plomb avec ogive de cuivre. Le revolver serait un Smith & Wesson 357 Magnum, une arme puissante utilisée dans le cas présent par un homme qui sait viser. Qui en voulait à Olof Palme, le Premier ministre social-démocrate, affichant ses idées de gauche, inlassable partisan de la paix et du dialogue, était loin de faire l'unanimité. L'extrême droite suédoise lui vouait une haine féroce, tout comme de nombreux conservateurs le considérant comme un danger pour la Suède. Les positions de Olof Palme auraient même gêné certaines puissances étrangères. Du coup, les pistes ne manquent pas.
Tous les services de renseignement européens sont contactés. Une récompense de 500 000 couronnes est offerte pour tout renseignement. Un responsable policier qui ne cachait pas son aversion pour le Premier ministre est entendu à 2 reprises. Un portrait robot établi par une jeune illustratrice qui aurait croisé l'assassin est diffusé. Un jeune homme brun, au regard sombre, aux traits émaciés. Le chef de la police, Hans Olmer, ne croit pas à la piste de l'homme seul. Il songe à un complot. Il voit dans ce geste la main de terroristes étrangers. 10 000 personnes portant des torches défilent dans les rues de Stockholm pour rendre hommage au Premier ministre. Le samedi 15 mars, des obsèques nationales sont célébrées. La police annonce que les investigations seront longues. Après l'assassinat ou l'exécution, comme on voudra, de Olof Palme, le chef de la police Hans Olmer donne chaque jour une conférence de presse, quitte à répéter qu'il n'y a rien de nouveau et à demander aux témoins de se manifester. À la question « L'enquête est-elle dans l'impasse ?», il répond « Absolument pas ». Mais nous effectuons un travail méthodique qui prend énormément de temps. Olmer est persuadé que l'attentat contre le Premier ministre a été minutieusement planifié. Il évoque devant ses troupes un vaste puzzle qu'il faut assembler. La police travaille beaucoup sur les hypothèses étrangères, notamment le PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, qui, selon certains renseignements provenant de Norvège, aurait pu planifier cette action. Olof Palme les avait qualifiés de terroristes. 22 membres de l'organisation seront arrêtés 1 an après le crime. À l'issue d'une débauche d'efforts et d'argent, ils seront tous relâchés dans les jours suivants. Un groupe d'enquêteurs travaille, lui, sur la piste du complot intérieur. Des officiers de la marine suédoise qui accusaient Palme de vouloir vendre l'armée nationale à Moscou sont interrogés, tout comme des policiers farouchement antisocialistes, à chaque fois des personnes qui ont l'habitude du maniement des armes. Les enquêteurs ne vont cesser d'aller de désillusion en nouveaux espoirs. Dès le lendemain du meurtre, une témoin a orienté les policiers vers un homme qui se trouvait au café Montchéry, proche de la scène de crime. Ce dernier tenait des propos haineux à l'égard d'Olof Palme. Victor Gunnarsson, sympathisant des mouvements nationalistes et passionné d'armes, est interrogé. On trouve des résidus de poudre sur son manteau. Gunnarsson est écroué le 17 mars. L'enquête semble être bouclée, mais la poudre en question n'a rien à voir avec les traces retrouvées sur la victime et son épouse. Son emploi du temps ne correspond pas au déroulement de l'assassinat. Le jeune homme est relâché. Gunnarsson sera retrouvé mort, assassiné, en Caroline du Nord, 8 ans plus tard. Face à une série d'échecs et une enquête qui s'enlise, le chef de la police est démis de ses fonctions. Le ministre suédois de la Justice démissionne quelques mois plus tard. Après 1 an de recherche dans le désordre, le commissaire Ingemar Krusell reprend donc les investigations. Il croit, lui, à l'homme seul. 35 policiers reprennent le dossier à zéro. Ils examinent les témoignages. Lisbeth Palme n'a pas vu le visage de l'assassin, mais elle avait décrit un long manteau bleu matelassé. Un couple d'amoureux avait vu également un homme en manteau bleu sombre, portant une casquette et une petite sacoche de cuir, remonter au pas de course l'impasse Tunnelgatan qui débouche sur des escaliers. L'attention des enquêteurs se porte alors vers la salle de jeu clandestine Oxen, proche du cinéma. Un certain Christer Peterson fait figure de suspect, un casier judiciaire chargé, un toxicomane porté sur l'alcool qui a été emprisonné à maintes reprises. Il n'a pas d'alibi, il a pu être un homme de main. Sa photo est présentée à Lisbeth Palme qui croit le reconnaître. Le 14 décembre 88, 2 ans après l'assassinat, il est écroué et va comparaître devant un tribunal. C'est un tribunal divisé qui a condamné ce délinquant et toxicomane notoire. Il faudra désormais tenter de convaincre les Suédois que Peterson est bien le meurtrier de Palme et pas, comme le pensent de nombreuses personnes en Suède, un marginal devenu bouc émissaire d'un crime qui reste encore énigmatique. Condamné en juillet 1989 à la perpétuité. Il est acquitté en appel 2 mois plus tard, dossier trop fragile. Personne n'a alors noté la présence à ce procès d'un témoin qui n'a cessé de solliciter les journalistes, un certain Stig Engström, dont le nom va devenir célèbre des années plus tard. Et il va falloir attendre bien des années pour voir émerger le profil d'un homme, un témoin qui pourtant n'avait cessé de se montrer, de se manifester. Et si c'était lui, l'assassin du Premier ministre suédois ?
En cette année 2018, une nouvelle équipe d'enquêteurs, dirigée cette fois par le commissaire Hans Melander, hérite du mystère Olof Palme. Au fil des années, le dispositif des investigations s'est allégé. Melander dirige un groupe de 4 hommes qui continuent à recueillir des témoignages et à reprendre les anciens procès-verbaux. Le dossier criminel est gigantesque. Plus de 1200 suspects ont été interrogés. 137 personnes ont confessé avoir commis le crime. Des témoignages fantaisistes, des vérifications dans tous les coins de la Suède. En 2006, un lac est exploré au centre du pays. Des balles de fabrication identiques à celles qui ont tué Palme y sont retrouvées par des plongeurs, tout comme un revolver de type 357 Magnum rouillé. Mais il ne s'agit pas de l'arme du crime. Les policiers s'intéressent alors à un homme qui voulait faire parler de lui à l'époque et que l'on prenait pour un mythomane. Un certain Stig Engström, 52 ans, un graphiste, dessinateur industriel de la compagnie d'assurance Skandia, dont les bureaux sont à proximité de la scène de crime. Dès le lendemain de l'assassinat, Stig Engström avait téléphoné aux journaux pour leur livrer son témoignage exclusif. Il était là quand le meurtre s'est déroulé. Engström expliquait avoir vu un homme qui s'enfuyait, un homme en manteau bleu portant une casquette à rabat. Il courait, il a essayé de le rattraper. Au fil des interviews qu'il sollicite, Engström se fait passer pour un héros. Personne n'y fait attention, mais ses versions varient. Il indique ainsi qu'il est parti en courant, mais c'était derrière des policiers pour leur indiquer dans quelle direction le tueur était parti. Problème, aucun policier n'a couru ce soir-là pour attraper un suspect. Engström certifie avoir parlé au premier policier arrivé sur place. Problème, cet officier ne s'en souvient pas. Il dit encore avoir été le premier au chevet du blessé au sol et avoir placé Olof Palme en position latérale de sécurité. Là encore, problème. Personne ne se souvient de sa présence. À l'époque, Engström disait avoir lu dans la presse une description du tueur qui lui ressemblait. C'est pour cela qu'il voulait parler partout, pour se disculper, histoire d'éviter tout malentendu. La police l'avait pris pour un pur et simple affabulateur. L'invisible Stig Engström ne peut plus être interrogé. Il est mort en 2000. Mais il attire au plus haut point l'attention des enquêteurs. Ils vont le considérer peu à peu comme le suspect numéro 1. En remontant la piste Engström, les policiers établissent qu'il se trouvait bien la nuit du crime dans le quartier. Il était anormalement resté tard à son bureau pour finir son travail alors qu'il devait partir tôt le lendemain matin pour aller faire du ski avec son épouse. Ce soir-là, Engström est descendu de son bureau aux alentours de 21h, heure à laquelle le couple Palme allait entrer dans le cinéma voisin. Selon son trajet, le dessinateur industriel allait dîner seul dans un restaurant. Il aurait très bien pu croiser Olof Palme et le reconnaître. Aurait-il vu entrer le Premier ministre dans le cinéma et décidé alors d'attendre, à son bureau, la fin de la séance pour l'abattre? C'est la thèse retenue par les enquêteurs. Engström est en effet retourné à son bureau, puis en serait ressorti par une issue de secours peu avant 23h15. L'alarme a alors retenti. Le nom d'Engström commence à agiter les imaginations policières. Cet homme avait essayé à une époque de faire de la politique au niveau local. Il était dans le camp des conservateurs. Il haïssait Olof Palme et décidait même de lui d'horribles caricatures. Un journaliste suédois, Thomas Peterson, a longuement enquêté sur lui. Il présente l'employé des assurances Skandia comme le probable assassin. Selon lui, Engström savait parfaitement se servir d'une arme. Il s'était entraîné il y a des années dans un stand de tir. Il aurait fréquenté un collectionneur susceptible de lui avoir fourni le revolver et les munitions. Stig Engström, divorcé et remarié, sans enfant, était porté sur l'alcool, frustré depuis l'adolescence qu'on ne s'intéresse pas à lui, enviant la réussite des uns et des autres, détestant la morgue d'Olof Palme qu'il considérait comme un donneur de leçons, un prétentieux et un nuisible. Un extrait vidéo de 1986 le montre effectivement, participant à une reconstitution des faits organisée par la télé suédoise. Il déplorait de ne pas avoir été convié à la vraie reconstitution. Quand on fait un puzzle, il ne faut pas enlever les pièces qui pourraient rentrer, dit-il. Ils ne sont pas très bons en puzzle dans la police.
Un peu tard, effectivement, pour les autorités suédoises, pour courir après un fantôme, une ombre qui va tout de même devenir officiellement le meurtrier présumé du Premier ministre suédois. Mercredi 10 juin 2020, le procureur spécial de Stockholm annonce que Stig Engström, employé de la compagnie d'assurance Skandia, un individu qu'on appelait jusque-là le Skandiaman, l'homme de Skandia, est officiellement considéré comme l'assassin présumé d'Olof Palme. Le magistrat fait part de sa consternation concernant les premières années d'enquête. 1 an après le crime, un rapport avait effectivement qualifié de sans valeur les déclarations de cet homme. Le procureur indique que plusieurs éléments, et non des moindres, comportements troublants, témoignages contradictoires, personnalité ambiguë, que tous ces éléments auraient dû attirer l'attention. Si le groupe d'enquêteurs actuel avait été en place il y a 34 ans, le suspect aurait été détenu et nous aurions eu alors de bonnes chances de retrouver l'arme du crime, ajoute le procureur. Le chef du groupe Palme, Hans Melander, indique au journal Le Monde que les enquêteurs ne sont sûrs de rien, mais souligne des présomptions fortes. Engström, dit-il, avait des difficultés financières, souffrait d'alcoolisme et du sentiment de ne pas avoir accompli ce qu'il aurait dû faire. Tout le monde en Suède attendait des preuves. Il n'y a que des doutes insistants autour d'un homme décédé 20 ans plus tôt. La déception est palpable. L'un des fils d'Olof Palme indique dans le grand quotidien suédois Aftonbladet « Je crois, moi aussi, qu'Engström est coupable, mais il n'y a malheureusement rien qui prouve à 100% que c'est lui. » L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.